Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Poison, un film radiophonique de Jean Grimaud, d'après le roman de Georgette Heyer, avec, par ordre d'entrée en onde, Jean-Marie Amato, Lucienne Givry, Muriel Chanet, Charlotte Clasis, Lisette Lemaire, Maurice Chevitte, Henri Crémieux, Serge Rousseau, Gaëtan Jor et Raymond Pellissier. Bruitage, Jean Berriac. Prise de son, Francis Granal et Arlette Lehambre. Assistant, Gilbert Maurice Duprez et Claude Jean Mailleur. Réalisation, Pierre Billard. Bonjour à tous. Oh, je vois, le cercle de famille est au complet. Bonjour, tante Zoé. Toujours aussi belle, toujours aussi jeune. Le temps se lasse sans vous faire perdre un seul été. Ah, Randall, toujours flatteur. Bonjour, tante Harriet. Bonjour, tante Gertrude. Bonjour. Votre chapeau vous va ravir. Le penses-tu vraiment, mon cher neveu? Vraiment. Et depuis bien des années. Insolent. Bonjour, Stella. Ta robe est charmante, ma perle, mais c'est pas ainsi qu'on doit nouer la ceinture. Permets-moi. Non, ne me touche pas. Comme tu me détestes, Stella. Bonjour, Guy. Bonjour. Bon, je pense d'avoir oublié... Oh, pardon, oncle Henri. Je ne vous ai pas encore salué. Vous tenez si peu de place. Randall, je dois vous faire remarquer ce que votre désinvolture a d'inconvenant dans la triste circonstance qui nous réunit. Eh oui, bien triste circonstance, en effet, ma tante. Et dont je mesure, croyez-le, toute la gravité. Ainsi, oncle Grégoire est mort. Pauvre oncle Grégoire. Lequel d'entre vous est responsable de sa mort? Oh, cette plaisanterie d'un parfait mauvais goût et n'a rien d'amusant, mon neveu. Mais je ne plaisante pas, ma chère tante. Un coup de téléphone m'apprend le décès de l'oncle Grégoire Jaccourt. Je trouve toute ma chère famille réunie. Je m'enquière des causes d'un si déplorable trépas, c'est tout. Si vous écoutez Zoé, Randall, elle vous dira que c'est moi qui ai tué Grégoire, mon pauvre frère. Pardon, Harriet. Je ne dis pas que vous ayez délibérément tué Grégoire. Et je soutiens qu'en son état de santé, mon beau-frère n'aurait pas dû manger de rognons au madère. Vous savez très bien, Zoé, ce qu'il en fut. J'avais prévu pour le dîner d'hier soir des rognons au madère. Mais pour ce pauvre Grégoire, j'avais fait acheter 2 petites côtelettes de mouton dans le filet. C'est Grégoire qui a tenu malgré tout à manger des rognons au madère. Je reconnais qu'il n'était pas toujours facile de s'opposer à un caprice de Grégoire. Aussi eût-il été préférable que les rognons au madère ne parussent pas sur la table et qu'il y eût pour tout le monde des petites côtelettes de mouton dans le filet. Zoé, il y a 18 ans que je tiens la maison de mon frère. Vous n'y êtes, vous, que depuis 5 ans. Puisque c'est après le décès de votre mari, mon pauvre frère Arthur, que ce pauvre Grégoire vous a recueilli, vous et vos 2 enfants, Stella et Guy. Par charité. Vous n'allez pas m'apprendre comment il convient de concilier l'ordonnance d'un repas et l'économie indispensable. Mais je ne prétends nullement, Harriet, m'immiscer dans vos attributions. C'est avec cela que vous vous en privez. Mais il n'empêche que si Grégoire n'avait pas mangé hier soir de rognons au madère, il serait encore de ce monde. Et nous serions privés de cette charmante petite réunion de famille. Ainsi, ce seraient les rognons au madère. C'est-à-dire, Randall, qu'à mon avis... Henri, vous n'avez pas d'avis à émettre. Certainement, ma chérie. Qu'en pense le médecin? Si nous avions écouté le médecin... Le docteur Fielding est un excellent médecin. Évidemment, Stella, pour toi, le docteur Fielding ne peut être qu'un excellent médecin. Vous êtes fiancée. Oui, et rien ne m'empêchera de l'épouser. Rien, peut-être maintenant. Mais du vivant de mon frère Grégoire, ce mariage n'aurait jamais eu lieu. Oh, permettez, Gertrude. Si Grégoire s'opposait au mariage de Stella avec ce médecin, c'était par pure méchanceté. Et je ne sais pas pourquoi, mais il contrariait par principe tout ce que voulaient faire mes enfants. Il ne voulait pas entendre parler du mariage de Stella et il brisait la carrière de Guy, qui a un réel talent de décorateur, en voulant l'envoyer au Brésil dans une usine de caoutchouc. Pourquoi de caoutchouc? Il y a eu assez de disputes à ce sujet. Vous connaissiez, Randall, le caractère de ce pauvre Grégoire. Il était violent. Oui, c'est d'ailleurs pour cela, et pour cela seulement,
que lorsque, malgré mes observations, il a préféré à mes petites côtelettes de mouton dans le filet les rognons au madère... Mais j'aimerais tout de même savoir un peu ce que pense le docteur Fielding de ces rognons au madère. Il pense qu'ils ont très bien pu causer la mort d'oncle Grégoire. Oui. Mais on ne m'abuse pas avec des histoires comme cela. Mauvais estomac, cœur fatigué, forte tension, taratata. Je connaissais bien mon frère. Je puis même avouer que j'étais sa sœur préférée. En effet, je dois dire... Henri, vous n'avez rien à dire. Certainement, ma chérie. Mon frère n'était pas homme à se laisser mourir pour avoir mangé des rognons au madère. J'aime te l'entendre dire, Gertrude. Je ne le dis pas pour te faire plaisir, Harriet. Et si je mentionne ces rognons au madère... Oh, assez. Si on parle encore de rognons au madère, je vais me mettre à hurler. Calme-toi, Stella, je t'en prie. Ah oui, Stella, si vous voulez un conseil. Henri, vous n'avez pas de conseil à donner. Certainement, ma chérie. Rognons au madère ou pas rognons au madère, Grégoire est mort dans des conditions très suspectes. Il dîne, il gagne le salon, il prend un whisky, il se retire dans sa chambre, et ce matin, Marie, la servante... Une fille fort agréable à regarder. Certainement. Henri, cela n'a rien à faire en l'occurrence. Marie le trouve mort dans son lit. Randall, Oui. je vous laisse conclure ce que j'ai pu penser quand Stella m'a avisé par téléphone. Mon Dieu, tante Gertrude, si le médecin qui soignait, je crois, depuis quelque temps, oncle Grégoire... Le docteur Fielding soignait Grégoire, mais il détestait Grégoire comme Grégoire le détestait. Excellent mari pour Stella. Hein. Et tout à fait digne d'entrer dans la famille. Nous nous y détestons si cordialement les uns les autres. Randall, je vous en prie. Il y a un mort. Oh, vous m'y faites songer, ma chère tante. C'est le seul membre de la famille que je n'ai pas encore salué. Souffrait que je monte dans sa chambre, m'acquitter de ce devoir. Inutile, Randall. Le corps de Grégoire n'est plus ici. Oh, quelle hâte à l'avoir porté au cimetière. Il n'est pas au cimetière, il est à l'hôpital. Oncle Grégoire n'était-il pas assez mort? Randall, j'ai exigé que soit faite l'autopsie de mon frère. Un scandale qui nous atteint tous et qui était bien inutile. Inutile, c'est votre avis, Zoé. Et c'était celui du médecin, qui avait peut-être ses raisons pour s'y opposer. Ma tante, je vous interdis. Stella, tu n'as rien à m'interdire. Quand j'ai décidé qu'une chose se fera, elle se fait. N'est-ce pas, Henri? Certainement, ma chérie. Outre le désir de manifester votre autorité, bien connue d'ailleurs, aviez-vous, tante Gertrude, quelques raisons pour faire ainsi ouvrir le cadavre d'oncle Grégoire? Une seule, mon cher neveu. Je crois que Grégoire a été empoisonné. Vous ne devez pas être surpris de recevoir ma visite, Mr. Randall Matthews. Je ne saurais encore vous dire si je suis surpris ou non, mais je puis déjà vous informer que je suis enchanté de faire votre connaissance, inspecteur Anassay. Trop aimable à vous, Mr. Matthews, de m'exprimer un tel sentiment. Vous devinez ce qui m'amène chez vous? Oh, je ne pense pas faire preuve d'une trop débordante imagination en supposant que c'est le décès de mon oncle Grégoire, mort accidentellement en son domicile d'une indigestion de rognons au madère. Mr. Grégoire Matthews a été empoisonné. Vrai? Quelle heureuse nouvelle. Vous m'envoyez ravi. Vous êtes cynique, Mr. Randall Matthews. Non, mais je suis gourmand. Si mon oncle n'avait pas été empoisonné, je n'aurais plus jamais osé manger des rognons au madère. Or, j'en raffole. Moi aussi, ce n'est pas un plat dédaigné. Et si inoffensif. Dites-moi, puis-je savoir de quel poison on a usé pour faire disparaître oncle Grégoire de la liste des vivants? On a trouvé de la nicotine dans le corps. De la nicotine? Quelle horreur! Et j'allais vous offrir une cigarette. Ne plaisantez pas, Mr. Matthews. Quand avez-vous vu votre oncle Grégoire pour la dernière fois? Oh, ça remonte au moins à quelques semaines. La veille de sa mort, vous ne vous êtes pas rendu chez lui? Non, j'avais mieux à faire, inspecteur. C'était le jour de sortie de ma petite amie, une jeune personne charmante. Oui. Nous avons été aux courses. J'ai rencontré plusieurs amis, je vous donnerai leur nom. Oui. Nous sommes allés ensuite au Palladium, rangée B, fauteuil 8 et 10. Je pourrais retrouver les tickets dans mes poches ensuite. Non, il suffit. Étiez-vous en bon terme avec votre oncle Grégoire? Ah, excellent, vraiment excellent. À condition, bien entendu, que nos rapports ne soient ni fréquents ni prolongés. Oui, c'est ainsi. Il y a dans mon tempérament un je ne sais quoi qui fait que ma famille et moi sommes toujours sur le point de rompre les relations diplomatiques. Et votre oncle, avait-il des ennemis? Je n'en sais rien. Il ne me faisait pas de confidence. Il n'en faisait, je crois, à personne. Mais ce que je puis vous confier, c'est que oncle Grégoire avait un fâcheux caractère. Oui, pour le supporter à une table de bridge, il n'y avait que ses voisins, Mr. Rumbold et sa femme. Des braves gens, dont la villa est proche de celle de mon oncle.
Connaissez-vous quelqu'un qui ait pu souhaiter la mort de Mr. Matthews? Sans me compter. Oh, non. Vous aviez des raisons pour désirer la mort de votre oncle? Mon cher inspecteur Anasside, je suis l'héritier du défunt. Je pense qu'à ce titre, je suis à vos yeux le suspect numéro 1. Je n'en suis pas encore à donner des numéros aux suspects. Savez-vous, inspecteur, qu'il me serait agréable de connaître la liste de ceux qui partagent avec moi le privilège d'être des assassins possibles? Un beau départ en ligne. Je ne crois pas nécessaire pour l'instant de les énumérer. Voulez-vous me donner le nom du notaire de votre oncle? Ah oui, très volontiers, c'est Maître Carrington. Gilles Carrington. En somme, Maître Carrington, vous ne savez que peu de choses sur Mr. Grégoire Matthews. Fort peu. Je le regrette, inspecteur. C'était un client qu'on voyait peu et qui parlait peu. Il était assez brutal et il aimait l'argent. Sa fortune était importante. En effet. Comment l'a-t-il gagnée? Il jouait à la bourse. Il y était, disait-il, heureux. Il avait un bureau dans la cité. J'irai y faire un tour. Connaissiez-vous sa famille? Je l'ai vu la première fois pour la lecture du testament. Étrange famille, hein? Oui. Un vrai panier de crabes. Ils sont tous à couteau tirés les uns contre les autres. Ce ne sont certes pas les dispositions testamentaires du défunt qui amélioreront leurs relations. Vraiment? Jugez-en. À Mrs. Lupton. Lupton, c'est sa sœur Gertrude. Oui. Et cette femme autoritaire mariée à ce petit homme falot, Henry Lupton. Oui, c'est cela. Eh bien, à cette sœur, qui se croyait la sœur préférée, il lègue uniquement un vieux tableau à l'huile. De grande dimension, mais de valeur égale à 0. Une plaisanterie. Plaisanterie encore plus saumâtre pour le jeune Guy, le fils de son frère défunt Arthur. Pour lui, rien du tout. Ce Guy était très mal avec son oncle. Oui, il ne l'a pas caché. Mais il espérait cependant hériter une somme suffisante pour monter sans tarder un atelier de décorateur. Sa passion. Et quant à Stella, la sœur de Guy, ça, il lui a bien légué 2000 livres, mais à la condition qu'elle n'épouse jamais le docteur Fielding. Tiens, pourquoi cette rancune contre le médecin? Je n'en sais rien. Dites-moi, et sa belle villa des Peupliers où il habitait? Là, inspecteur, sa malice posthume est terrible. Il laisse sa villa en propriété indivise à sa belle-sœur Zoé et à sa sœur Harriet. La veuve et la vieille fille ne peuvent se souffrir, je vous laisse à penser ce que sera la cohabitation. Et en dehors de ses legs, toute la fortune revient à Randall Matthews. C'est exact, oui, il est héritier et exécuteur testamentaire. Que pensez-vous de ce Randall Matthews, maître Carrington? Je vous avoue qu'il ne m'est pas sympathique. C'est un jeune fêtard. Il joue beaucoup aux courses. Vous intéresse-t-il, inspecteur? Comme tous ceux qui sont mêlés à ce crime, pour l'instant, il a un alibi. Je dirais même un alibi trop solide, comme s'il avait été préparé d'avance. C'est un membre de la famille que vous soupçonnez d'avoir fait avaler le poison à Grégoire Matthews? Tous les membres de la famille avaient intérêt à la disparition de Grégoire Matthews. Bon, tous? Alors, inspecteur? Alors, maître Carrington, nous fonçons en plein brouillard. Que je n'oublie pas, demain j'irai au Peuplier visiter la chambre de Grégoire Matthews. Randall sera là. Vous voudrez bien y être également? Voyez-vous, inspecteur, l'essentiel pour moi, et j'y tiens beaucoup, c'est de prouver que les rognons au madère... Oui, nous savons, Miss Harriet, nous ne retenons pas les rognons au madère. Mais j'aimerais savoir pourquoi, à peine le cadavre de votre frère découvert par la servante Mary, vous vous êtes précipité dans la chambre pour en retirer un certain nombre d'objets. C'est bien simple, j'ai pris tout ce qui pouvait encore servir. C'est-à-dire? Eh bien, les gants de toilette, le savon, la pâte dentifrice, les brosses à dents... Était-ce donc si urgent? Je vous avais prévenu, inspecteur. Ma tante Harriet a un sens très averti de l'économie domestique. Mais il le faut bien. Si vous croyez, mon neveu, qu'il est facile d'empêcher le coulage dans une maison, vous serez bien content que je vous donne l'imperméable de ce pauvre Grégoire. Il est encore métable. Grand merci du cadeau. Il me vaudra la reconnaissance d'un clochard. Miss Harriet, votre valet de chambre m'a dit qu'il avait vu des débris de verre dans la cuvette du lavabo. C'est vrai. Je les ai remarqués aussi quand je suis entrée. C'était un flacon de vin tonique que prenait parfois mon pauvre frère. J'ai jeté ces débris. On n'en pouvait vraiment rien faire. Avez-vous aussi regardé ce que contenaient les tiroirs, Miss Harriet? Non.
Sur le moment, je n'y ai pas pensé. Comme c'est regrettable, tante Harriet. Vous avez regardé les trésors que je viens d'y trouver. Un tube de colle, un canif, des agrafes pour lettres, des lunettes noires de soleil, un rouleau de sparadrap, du papier gommé, tout cela peut trouver son utilité. Ah, Randall, il vous est facile d'accabler une vieille fille sans défense comme moi. Personne ne m'aime. Pour être un peu gentil avec moi, il n'y a que les voisins, les Humboldt. Mais à trois, comment voulez-vous faire un bridge maintenant? Mais dites-moi, personne d'autre que vous n'a pénétré dans cette chambre. Depuis la mort de mon pauvre Grégoire? Oh, mais si, inspecteur. Bien sûr, ma chère belle-sœur Zoé et sa fille Stella. Il faut toujours qu'elles fourrent leur nez partout. Un joli nez n'est jamais déplacé nulle part. Je me passerai bien de ces nez-là chez moi. Il y a eu aussi Mérée et Rose, la cuisinière. Et puis, Mr. Humboldt, quand il est venu hier me présenter ses condoléances en rentrant de vacances. Il est monté pour se laver les mains. Il avait changé un pneu. Et puis Baker, le maître d'hôtel, et encore... je dois me féliciter qu'aucun de ces gens n'ait été tenté par un rouleau de sparadrap ou un canif à la ébréchée. Mon héritage en eût été bien diminué. Je vous remercie, Miss Harriet. Vous pouvez vous retirer. Je vous salue bien, inspecteur. Vous aussi, maître Carrington. J'ai grand besoin de repos. Vous savez, ce sont là des épreuves bien pénibles pour une honnête fille. Ça... Regardez donc ça, inspecteur. Où avez-vous trouvé cette lettre, maître Carrington? Dans les papiers que j'examinais pendant que Mr. Matthews regardait dans les tiroirs. Rien d'intéressant du reste dans ces papiers, des factures de fournisseurs. Mais aussi ce billet. Oh, pardon. Tenez. Que dit ce billet? Et il est signé. Permettez. Comme suite à notre conversation d'aujourd'hui, il faudra que je vous revoie avant de prendre aucune décision. J'espère que vous aurez réfléchi et je vous préviens que vous aurez lieu de regretter toute action grave que vous me forceriez à accomplir si vous persistiez. Qu'est-ce que c'est? Inspecteur, je voudrais tout de même savoir si cette comédie va durer encore longtemps. Mais Mrs. Lupton... Je sais. Vous ne m'avez pas dit d'entrer, j'entre cependant. J'en ai assez d'attendre. J'ai une matinée très chargée. Mon mari pourra vous le dire. Certainement, ma chérie. Il ne fallait pas nous convoquer. Si ma présence n'est pas utile, je m'en vais. Mais vous êtes libre, Mrs. Lupton. Mais Mr. Lupton voudra bien demeurer. Vraiment? Je croyais que Marie et sa femme n'étaient qu'une seule personne. Je n'ai pas de secret pour Henri. Henri n'en a pas pour moi. N'est-ce pas, Henri? Certainement, ma chérie. Si vous avez des questions à poser à mon mari, posez-les devant moi. Je saurais certainement mieux répondre que lui. Mrs. Lupton, il est des règles. Henri, déclarez à l'inspecteur que vous exigez que je reste près de vous. Certainement, ma chérie. Mais non, tante Gertrude, croyez-moi, vous feriez mieux de vous retirer. Je crois que l'inspecteur veut parler à oncle Henri de la maîtresse qu'il entretient. Oh, Henri, une maîtresse. Une maîtresse. Et si j'étais à sa place, c'est-à-dire si j'étais votre époux, ma chère tante, j'en aurais plusieurs. Non, votre insolence, Randall, dépasse cette fois les bornes. Jamais on ne m'a parlé de la sorte. Je préfère quitter cette pièce. C'est tout ce qu'on vous demandait, si chère tante Gertrude. Et maintenant, Lupton, parlons un peu. Certainement, inspecteur. C'est bien vous qui avez envoyé ce billet à votre beau-frère, comme suite à notre conversation d'aujourd'hui, etc. Certainement, inspecteur. De quoi s'agissait-il entre vous? Pouvez-vous me le confier? Certainement, inspecteur. C'était... oui. Moins que rien. Moins que rien. Oui. Mais est-ce que ce moins que rien ne se nommerait pas par hasard Gladys? Ah, c'est-à-dire que... Gladys Smith, 531 Fairleigh Court, à Golden Greens. Ah, vous êtes au courant? Oui. Mais ça n'a aucun rapport. Aucun rapport, je vous le certifie. Aucun rapport. Nous avons trouvé le nom et l'adresse de Gladys Smith sur un agenda laissé par votre beau-frère Grégoire dans son bureau de la cité. Nous sommes allés voir cette dame. Elle ne connaissait pas du tout Grégoire Matthews. Mais elle vous connaît très bien, Mr. Lupton. Elle vous connaît si bien que devant votre photographie qui orne son appartement, elle vous a présenté comme étant son mari. Certainement, inspecteur. C'est... Certainement, vous comprenez, c'est à cause des voisins. Ainsi, Mr. Lupton, vous avez deux ménages. Certainement. Et déjà depuis longtemps, à en croire Mrs. Smith.
Votre profession de voyageur de commerce justifie vos absences alternées dans l'un et l'autre foyer. Certainement, inspecteur, certainement. Votre beau-frère a découvert votre double vie. Certainement. Ah, mais je ne sais pas comment il a fait. Et sans doute vous menacez-t-il de tout révéler à sa sœur Gertrude. Certainement, inspecteur, ça, il m'en menaçait. D'où un rendez-vous avec vous porté sur un agenda. Et d'où le billet que nous venons de trouver. Certainement, inspecteur. C'est bien ça. Non, vous comprenez. Ma situation... J'ai 2 filles, alors. Le scandale... Oui, bref, cela vous arrange admirablement que Grégoire Matthews soit mort. Admirablement. Non, je veux dire certainement, inspecteur. Ah non, mais n'allez surtout pas croire... Non, je ne croirai à rien. Si vous pouvez me dire ce que vous avez fait la veille du jour où est mort votre beau-frère. Certainement, inspecteur. J'ai passé cette journée avec la personne que vous savez. Mais, voilà. Ah non, mais... toute la journée chez elle. Bon, vous devez convenir, Mr. Lupton, que cet alibi est un peu faible. Votre maîtresse appuiera vos dires, même s'ils sont faux. Certainement, inspecteur. Non, enfin, je veux dire, je veux dire que je dis la vérité. Était-ce aussi la vérité que les menaces que contient la lettre adressée par vous à votre beau-frère? Ah, c'est-à-dire, n'est-ce pas, je voulais lui faire peur. Alors. Pour l'empêcher de parler? Certainement. Si ma femme avait appris Ah non, terrible. Oui, mais votre beau-frère n'était pas homme à céder devant vos menaces. Certainement. Ah, non, je ne sais pas, parce que je n'ai pas revu. Après lui avoir envoyé le billet que vous avez trouvé, je lui ai demandé un entretien par téléphone. Et c'est la dernière fois que je lui ai parlé. Oui. Êtes-vous fumeur, Mr. Lupton? Oh non. Je vous remercie. Pour l'instant, Mr. Lupton. Je puis me retirer. Ma femme doit être inquiète. Certainement, Mr. Lupton, certainement. Ah, je vous accompagne, mon oncle. Voici un petit homme qui s'est mis dans un beau pétrin. Un pauvre diable. Un pauvre diable qui avait peur. Et la peur, parfois... Oh, quoi pensez-vous, inspecteur? Je pense à ce flacon de vin tonique si malencontreusement brisé. Stella, ma chère cousine, tu n'as jamais été aussi jolie qu'aujourd'hui. Non, je ne le crois pas, Randall. Comment serais-je jolie quand je suis en colère? Il faut donc penser que la colère rehausse ta beauté naturelle. Imbécile! Peut-on connaître la raison de ce noir courroux? N'as-tu pas lu les journaux? Ah si, j'ai un cheval qui a fait aujourd'hui une assez belle cote. Il s'agit bien de cela. Les journaux sont remplis de la mort d'oncle Grégoire. La trompette de la renommée prend volontiers le crime pour thème de ses fanfares. Des ragots d'office. Je sais d'où ça vient. Ah? Tante Harriet a dû renvoyer Marie. Oh, dommage. Une jolie fille, bien en chair. Randall! Oh, pardon. J'oubliais que je parle devant une petite fille. Je ne suis pas une petite fille. Alors, une cigarette? Merci, j'accepte. Ça me calmera un peu les nerfs. Feu? Oh, hein, n'abuse pas du tabac, chère cousine. Pourquoi? Parce que le tabac contient de la nicotine. Et la nicotine est un poison. Que veux-tu laisser entendre, Randall? Ah, rien, la nicotine est un poison, c'est un fait. Oui, il faut, il est vrai, avoir quelques connaissances en chimie pour la manier. Je vois trop bien où tu veux en venir. Mais rien, ma chère, rien. Tout médecin fait des études de chimie, voilà tout. Tu es la plus mauvaise langue que je connaisse. Je ne te laisserai pas insinuer que mon fiancé... Je me garderai d'insinuer quoi que ce soit contre ton cher fiancé. Et puis j'oubliais qu'oncle Grégoire s'opposait formellement à ton mariage avec ce médecin que tu portes dans ton cœur. Et puis après? Le testament de l'oncle met obstacle à ton union. Je me moque de l'héritage, je renonce. Je serai pauvre, mais j'épouserai Derrick. Je l'aime et il m'aime. Je suis tout à fait ravi de l'apprendre. D'autant qu'il m'est revenu aux oreilles qu'au dernier bal de Miss Hope, avant-hier, le docteur Fielding s'est montré très empressé auprès d'une certaine Miss Maisie. On n'espère pas me rendre jalouse, Randall. Oh, que vas-tu penser là, Stella? Puisque le docteur Fielding t'aime, quelle importance à ce qu'il fasse danser une fille unique dont la dot est, dit-on, considérable? Tais-toi, Randall, tais-toi donc. Bon, je ne dis plus rien, Ah, ma chère Stella, comme tout deviendrait simple pour tout le monde. Si seulement on savait qui a cassé le flacon de vin tonique qui était sur la tablette du lavabo. Le flacon de vin tonique? Ça doit être le vent. Oui,
le vent, quand on a ouvert la porte. Un courant d'air. Mais oui, que je suis bête. Je n'y avais pas songé. Un courant d'air, et oui, le flacon tombe et se brise, et le vin file par la vidange. C'est tout simple. Hein. Il y a des courants d'air très violents, parfois, et dont les effets sont si inattendus. Hein, Stella? Si inattendus. Je n'ai qu'un petit renseignement à vous demander aujourd'hui, Mr. Randall Matthews. Toujours heureux de vous en fournir, inspecteur. Gros ou petit. Mais asseyez-vous, asseyez-vous. Merci. Whisky? Mon Dieu, merci, oui. Mr. Matthews, ne connaissez-vous pas un Mr. Hyde? Hyde? Voyons, Hyde. Oui. Non, je n'ai jamais entendu ce nom. Pourquoi, il vous intéresse, ce Mr. Hyde? Oui. Oui, parce qu'en examinant le compte en banque de votre oncle Grégoire, nous avons remarqué qu'un grand nombre de chèques versés à son compte émanaient d'un Mr. Hyde. John Hyde. Hein? Gros, ces chèques? Gros, oui, parfois même très gros. Et encaissés régulièrement une fois par mois. Oh, quelque affaire commerciale, sans doute. Je l'ai d'abord pensé. À la banque où voici déjà plusieurs années il s'est fait ouvrir un compte, j'ai appris que John Hyde était représentant d'une manufacture du Nord et avait donné comme adresse 17 Gabody Row. Oh là, un quartier impossible, mais qui peut habiter là? Or, 17 Gabody Row, il n'y a qu'un marchand de tabac, Henry Brown, qui d'ailleurs autrefois eut quelques démêlés avec la justice. Oh, Brown et Hyde, une raison sociale. Non. Hyde est propriétaire de l'immeuble. Il s'y est réservé un bureau minable. Curieux, hein, pour un représentant de commerce. Pourquoi Hyde aurait-il un bureau convenable? Il ne l'occupe pour ainsi dire jamais. Il vient seulement prendre les lettres à son nom que lui garde Brown. Et Brown ne sait rien sur cet homme? Presque rien, non. John Hyde est un homme d'un certain âge, bien vêtu, portant des lunettes noires, peu bavard. Il a bien un autre domicile, non? Il n'en a pas donné l'adresse à Brown. Bizarre, hein? Bizarre, oui. Très bizarre. D'autant plus bizarre que depuis le 14 mai, Mr. Hyde n'est plus venu chez Brown. Le 14 mai? Mais c'est dans la nuit du 14 au 15 mai qu'est mort oncle Grégoire. La coïncidence ne vous échappe pas. Un homme meurt empoisonné, laissant un héritage important. Un homme avec lequel il traite de grosses affaires disparaît le même jour. Et vraiment, Mr. Randall Matthews, vous ignorez tout de ce Mr. Hyde. Désolé, inspecteur, mais c'est bien la première fois que j'entends parler de Mr. John Hyde. Tant pis. Une simple indication nous eût rendu service. Et nous savons toujours le reconnaître, ne l'oubliez pas. Oui, en fait de service, inspecteur, puis-je vous en demander un? Dites toujours. J'aimerais que vous fassiez savoir à celui de vos hommes que vous avez chargé de me filer, avec une constance à laquelle je dois rendre hommage, que lorsqu'on porte un complet bleu marine, on ne met pas de chaussures claires. Ça ne se fait pas. Mr. Brown? C'est moi, qu'est-ce que vous voulez? Un paquet de cigarettes, des Player, s'il vous plaît. Voilà, ça fait... J'aimerais aussi parler à Mr. Hyde. Mr. Hyde n'est pas là. Et si vous êtes de la police? C'est pas de la police, ça doit se voir. C'est pour une affaire très importante. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ah, c'est ennuyeux, véritablement très ennuyeux. Peut-être, Mr. Brown, auriez-vous l'emploi d'un billet de 10 livres? Inutile, je ne sais rien. Bien sûr, un locataire n'est pas obligé de tout savoir sur son propriétaire. Mais tout de même, 10 livres pour un tout petit renseignement, c'est une somme. Je ne dis pas 10 livres, c'est une somme, et par le temps qui court... Mais qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Mr. Hyde vient ici chercher ses lettres, c'est tout. Vous avez des lettres pour Mr. Hyde? Des lettres? Si j'en avais reçu, je les aurais brûlées avec tous ces flics qui rôdent par ici depuis quelques jours. Quel dommage. Dommage pour vous, Mr. Brown,
Car pour moi, je fais l'économie de 10 livres. Si je les avais, je pourrais aussi en faire l'économie. Vous pourriez encore faire en sorte que ce billet change de main. Il est beau, ce billet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les papiers de Mr. Hyde, où sont-ils? Si je vous le confie, ça ne vous avancera guère. Non, mais dites toujours. Eh ben, ces papiers, Mr. Hyde les garde dans un coffre-fort. Mais je sais pas où. Je ne lui ai jamais demandé, ça me regarde pas. Bien sûr, Mr. Brown, bien sûr. Mais peut-être savez-vous encore la clé de ce coffre? Il la porte à sa chaîne de montre, toujours. Elle ne le quitte jamais. Et je ne sais plus rien, je ne sais plus rien. À sa chaîne de montre? Voilà les 10 livres, Mr. Brown. Merci. Mais dites donc, je vous ai déjà vu, vous? Je ne crois pas. Je ne viens jamais dans ce quartier. C'est drôle, il me semble que je vous connais. Regardez-moi bien. Oui. Il y a en vous quelque chose qui me rappelle quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Le monde est petit, Mr. Brown. Tout petit. Si Mr. Hyde vient, qu'est-ce que je lui dis? Ceci, Mr. Brown, et que vous devez vous-même savoir, puisque vous êtes marchand de tabac. Pour avoir un peu de nicotine, il faut beaucoup de tabac. Au revoir, Mr. Brown. Mr. Randall Matthews, allez-vous parfois au cercle de la cavalerie? J'y ai encore déjeuné avant-hier, inspecteur. Y voyez-vous un inconvénient? Non, aucun. Mais puisque vous fréquentez ce cercle, je pense que vous écrivez parfois sur le papier à son en-tête. Certainement pas. Car si j'y ai mes entrées, je ne suis pas membre de ce cercle très fermé. Je suis encore un peu jeune. Avez-vous d'autres questions à me poser? Une seule. Lisez-vous les journaux? Très régulièrement. Le résultat des courses. Ainsi, vous n'avez pas vu cet avis nécrologique? Non, vous permettez. Le 22 mai, John Hyde, habitant 17 Gabody Row, est mort subitement dans une clinique à l'âge de 50. Tiens, ce Mr. Hyde était dans une clinique et il est mort, le pauvre homme. Ce n'est pas certain, Mr. Matthews. Il est vrai que ce que disent les journaux. Cet avis de décès a été envoyé au journal sur du papier en tête du cercle de la cavalerie par le général Sir Montagu Hyde, fils aîné de Sir Montagu Hyde, 5e baron. Fichtre! Jamais je n'aurais pensé que Mr. Hyde de Gabody Row eut une si noble parenté. Parenté qui n'existe pas, Mr. Matthews. Et vous le sauriez comme moi si vous aviez vu comment un général de cavalerie 5e baron flanque à la porte un inspecteur de police en quête de renseignements. Ce qui veut dire, cher inspecteur? Ce qui veut dire que l'avis nécrologique est un faux, qu'on a couvert du nom du général pour que le journal ne le refuse pas. Bon, dans quel dessein a-t-on pu faire une farce aussi macabre? Il est très clair. Il n'y a pas à Londres beaucoup de maisons qui tiennent des coffres de dépôt privés. Dans l'une d'elles, un individu s'est présenté comme étant Samuel Hyde, frère de John Hyde. Intéressant, ça. Faute d'un général dans la famille, tout de même un frère. Il a présenté l'avis nécrologique, il possédait la clé du coffre, on lui a donc permis d'ouvrir ce coffre. C'est normal. Et il a pris dans le coffre tous les papiers que celui-ci contenait. Des papiers? Oui, des papiers. Les papiers de John Hyde, auxquels quelqu'un que vous connaissez sans doute, Mr. Matthews, attache beaucoup d'intérêt. Si l'on en croit un certain Mr. Brown, marchand de tabac. Inspecteur, vous me désolez. Je vous désole, pourquoi? Oui, je n'ai jamais eu une très bonne opinion de l'humanité, mais constatez que pour 10 livres, et c'est une somme, on n'achète plus aujourd'hui le silence d'un homme. Vous ne niez donc pas être allé chez Brown? Les hommes que vous avez collés à mes trousses rendent ma vie transparente, inspecteur. Mais n'est-il pas de mon devoir d'exécuteur testamentaire de me renseigner sur toutes les affaires que traitait mon oncle? Vous auriez dû m'aviser de votre visite chez Brown. Vous avez raison, inspecteur, vous avez raison. Quand j'irai me faire couper les cheveux, je vous demanderai la permission. Je ne puis vous cacher, Mr. Matthews, que votre attitude est assez louche. Vous ne désirez peut-être pas beaucoup qu'on découvre l'assassin de votre oncle. Quelle erreur est la vôtre, inspecteur? Tenez. Je vais vous donner une preuve de ma bonne volonté. Écoutez-moi bien. La clé de l'énigme. Eh bien? Eh bien, la clé de l'énigme
Elle était peut-être attachée à la chaîne de montre de Mr. Hyde. Oh, Randall, vous voici. Oh, c'est affreux, absolument affreux. Je ne sais plus où j'en suis. Maman, je vous en prie. Mais qui aurait pu soupçonner que le docteur Fielding ferait une chose pareille? Maman. Et avant-hier, voici qu'Harriet... Maman, du calme, par pitié. Mais du calme. Comment en avoir quand pour couronner le tout, nos derniers domestiques nous quittent? Oh, tout de même, Stella, ce n'est pas parce que cet imbécile, le docteur Fielding, a rompu ses fiançailles avec toi. Oh, ma pauvre Stella. Ne me plains pas, Randall. Cela est net. Moi non plus, je n'aimais plus d'Eric. Il lui fallait une fillette dot, je l'ai trop bien vue. N'empêche que c'est un mufle. Une fille comme ma fille. Oh. Enfin. Je suis curieuse de connaître les résultats de cette autopsie. Ah, parce qu'on a fait l'autopsie. S'il y avait eu un homme à la maison, il nous aurait évité ce nouveau scandale. Mais Randall, que voulez-vous que nous autres pauvres femmes fassions contre la police? Il me semble que tante Gertrude est de taille. Parlons-en de Gertrude. Elle s'est prononcée pour, naturellement. Elle a un goût morbide pour les autopsies. Et que va-t-elle nous apprendre, l'autopsie? Ce que j'ai toujours soutenu. C'est une attaque, voilà tout. Une attaque. On ne va tout de même pas prétendre que les sardines grillées sont pour quelque chose. Les sardines grillées? Allons, bon, quelqu'un maintenant. Stella, ma chérie, veux-tu aller ouvrir? Oui, maman. Ah, c'est vous, inspecteur? Oui, c'est encore moi, Mrs. Matthews. Je crois que ma visite ne vous fait aucun plaisir. Ah, non, c'est vrai. Mais enfin, ça n'a aucune importance. Alors, le résultat de cette autopsie? J'ai le regret de vous apprendre que Miss Harriet Matthews a été empoisonnée, comme son frère, à l'aide de nicotine. Je l'avais toujours dit, les sardines grillées n'y sont pour rien. D'ailleurs, Harriet n'en avait pas mangé. Sans doute, Mrs. Matthews. Mais vous comprendrez que ce nouvel empoisonnement dans votre famille m'impose de vous poser quelques questions. Oh, n'êtes-vous jamais là, inspecteur, de soupçonner tout le monde? C'est un métier que je ne pourrais jamais faire. Alors, que voulez-vous encore savoir? Je voulais savoir ce que fut la dernière journée de Miss Harriet Matthews. Ah, ça, c'est tout simple. Avec Harriet, tous les jours, c'était la même chose. On lui a servi le thé dans sa chambre, elle s'est levée, habillée. Pardon? Qui lui a apporté le thé? La cuisinière. Oui, depuis le départ de la femme de chambre, la cuisinière montait les petits déjeuners tous ensemble sur le palier. Chacun venait y chercher le sien. On l'a porté ensuite dans sa chambre qu'à tante Harriet. Elle aimait ses aises quand ça ne lui coûtait rien. Qu'a fait ensuite Miss Harriet? Elle s'est rendue chez nos voisins, les Rumbold. Elle aimait beaucoup les Rumbold. Moi, je trouve la femme d'une insupportable vulgarité, mais ce sont des nuances qui échappaient à Harriet. Et c'est en venant de chez eux qu'elle a été prise de nausées, de vertiges. Enfin, c'est ce qu'elle prétendait. Et qu'avez-vous fait alors? Oh, je l'ai soignée. Je lui ai donné un verre d'une préparation qui m'a été prescrite pour les malaises. Un très bon remède et tout à fait inoffensif. J'aimerais voir le verre qui a servi. Ah, c'est facile. Mais le verre a été lavé, naturellement. Je tiens beaucoup à ce que le verre soit lavé. Par qui? Par qui? Oh, mais je ne sais plus, je ne sais pas. C'est vous-même qui l'avez lavé, maman. Moi? Tu crois, Stella? Oui. Oh, peut-être, je ne me souviens pas. Et vous n'avez pas appelé un médecin? Faire venir le docteur Fielding? Vous n'y pensez pas? Il venait de rompre avec ma fille, c'était inconvenant. Bon, passons. Continuez. Eh bien, nous avons déjeuné, mes enfants et moi. Avec Miss Harriet? Ah non, elle était montée se coucher. C'est pourquoi, inspecteur, j'étais si certaine que les sardines grillées n'étaient pour rien dans sa mort. Mais on n'écoute jamais ce que je dis. Mais je vous écoute, moi, très attentivement. Et vous allez me dire quelle heure il était quand vous avez constaté le décès de votre belle-sœur. Quelle heure? Mais je ne sais pas. Mais c'était dans l'après-midi. J'ai voulu savoir comment allait cette pauvre Harriet. Cette pauvre Harriet, Mrs. Matthews, dont la mort vous rend seul propriétaire de cette belle villa. Oh, mais c'est pourtant vrai, inspecteur. Je n'y avais pas songé. Êtes-vous certaine de ne pas y avoir songé en lavant le verre dans lequel vous avez offert une potion à votre belle-sœur que vous détestiez? Inspecteur, vous n'allez pas dire... Je dis que vous étiez la seule qui eut intérêt à la mort de Miss Harriet Matthews. Que vous avez pris soin de laver vous-même le verre dans lequel elle avait bu.
et que vous avez cherché à me cacher ce détail. Oh! Que vous vous êtes opposé à ce que l'autopsie fût faite et que vous vous êtes acharné à faire croire qu'il s'agissait d'une attaque. En un mot, je dis que vous avez profité de l'occasion que vous offrait un léger malaise de votre belle-sœur pour l'empoisonner. Alors vous allez m'arrêter? Personne ne vous arrêtera, maman. Toutes vos déductions sont fausses, inspecteur. C'est moi qui ai tué ma tante. Guy, mais tu es fou. Non, Stella, il faut en finir. C'est moi qui ai tué ma tante Harriet. Non, mais pourquoi l'aurais-tu fait, Guy? Et tante Harriet m'avait déclaré qu'elle me léguait 4000 livres. J'avais besoin de cet argent. Très bien, jeune homme. Et comment avez-vous empoisonné votre tante? En versant de la nicotine dans la théière que la cuisinière avait un instant abandonnée sur le palier. Parfait. Et sans doute avez-vous également empoisonné votre oncle Grégoire? Oui, avec le whisky que je lui ai versé. Jeune homme, vous m'êtes très sympathique. Vous vous accusez parce que vous voulez sauver votre mère. Ce n'est pas vrai, je suis coupable. Arrêtez-moi. Je m'en garderai bien. Et pourquoi? Parce que, jeune homme, ce que vous ignorez, c'est que ni votre oncle ni votre tante n'ont avalé de nicotine. Quoi? Mais cependant, l'autopsie... Précisément, l'autopsie a révélé que le poison n'était pas passé par l'estomac. Il a été absorbé par les muqueuses buccales. Votre oncle et votre tante sont morts pour s'être servis d'une pâte dentifrice empoisonnée. Le tube de pâte que tante Harriet a pris dans la chambre d'oncle Grégoire. Et que j'ai saisi hier dans la chambre de Miss Harriet et fait analyser. Très ingénieux, du reste. Avec une petite seringue, on a injecté le poison au milieu du tube. La pâte du fond est parfaitement inoffensive, et il est clair que celle d'en haut devait l'être également. En se servant du tube de son frère, Miss Harriet s'est elle-même condamnée à mort. Oh, je trouve ça inconvenant. Quoi donc, tante Zoé? Qu'on n'ait empoisonné que le milieu du tube? Non, qu'Harriet se soit servie de la pâte dentifrice de Grégoire. Et cette inconvenance, du moins, fait éclater votre innocence, maman. Nullement, Miss Stella. Il y a quelqu'un qui a mis le poison dans le tube. Quelqu'un qui forcément avait accès à la chambre de Mr. Grégoire Matthews. Quelqu'un, donc, de cette maison. Hein? Nous voici donc revenus au point de départ. Pas tout à fait, Randall. Guy, tais-toi. Pourquoi me taire? Tout le monde peut faire le même raisonnement que moi. On n'achète pas la nicotine, on l'extrait du tabac. Pour l'injecter, il a fallu savoir utiliser une seringue. Ce sont là des notions que peut avoir un médecin, ou bien un ancien étudiant en médecine. Ah. En effet, inspecteur, en effet. Peut-être ignoriez-vous qu'avant de m'intéresser aux chevaux de course, j'ai fait pendant 3 ans des études de médecine. Mais j'étais pas doué pour cet art. Et l'inspecteur sait sans doute que les chevaux de course sont ruinés, et que l'héritage... Erreur, mon très cher cousin Guy, erreur. Je suis si peu ruiné que j'ai fait savoir à mon notaire que je renonçais à l'héritage de l'oncle Grégoire, et que la fortune devrait être donnée à une œuvre. Randall, vous renoncez? Eh oui. Oh, c'est insensé. Mais pourquoi renoncez-vous à cette fortune? Parce que, ma chère tante, j'adore scandaliser ma famille. Oh, Randall. Il y a de l'argent, ma chère, qui ne peut que salir les mains. Sur ce, je me sauve. Je dois me rendre à un déjeuner d'une extrême importance. Avec qui déjeunez-vous, Mr. Randall Matthews? Je serai demain dans votre bureau, inspecteur, pour avoir l'honneur de vous en faire part. J'étais certain, Mr. Randall Matthews, que vous seriez exact au rendez-vous. Vous avez pourtant pris certaines petites précautions, inspecteur. Le métier. Mais je ne prévoyais pas que Miss Stella Matthews vous accompagnerait. Ah, il y a cela une raison. N'est-ce pas, Stella? Oui, Randall. Je ne vous en écoute qu'avec plus d'intérêt. Ce sera vite fait. Vous savez ce qui s'est passé hier soir dans le métro? Oui, Mr. Rumbold, le voisin de votre oncle Grégoire, s'est jeté sous une rame qui entrait dans la station de Hyde Park. Oui, mort instantanée. Oui. Ainsi, l'affaire est close, inspecteur. C'est Rumbold qui a tué votre oncle Grégoire? Il l'a tué, mais c'est pas un crime. Comment, c'est pas un crime? Mais non, y a-t-il vraiment crime quand une victime se débarrasse d'un maître chanteur? Il y avait des années que Mr. Hyde faisait chanter Edward Rumbold. Mais alors, Mr. Hyde... Oui, Mr. Hyde et mon oncle Grégoire étaient la même et unique crapule. Mon oncle, l'estimable Mr. Grégoire Matthews, vivait confortablement des chantages qu'il pratiquait sous le nom de John Hyde. Comment êtes-vous arrivé à le savoir?
Premier soupçon, dans le tiroir d'oncle Grégoire, je découvre des lunettes noires. Oncle Grégoire n'en portait jamais. Mr. Hyde, lui, en portait toujours. C'est un peu mince. Ah oui, mais ce l'est moins quand Brown, qui me voit sans lunettes, affirme qu'il reconnaît un peu en moi quelqu'un qu'il connaît. Eh, John Hyde, parbleu, qu'il n'a jamais vu qu'avec ses lunettes, mais auquel je ressemble peut-être plus qu'un neveu ne ressemble ordinairement à son oncle. Je parle au physique, bien entendu. Quant à ce que valait ce cher oncle Grégoire, j'en fus persuadé par la tentative de chantage qu'il exerça sur ce pauvre oncle Henri. Oncle Henri te doit beaucoup, Randall. Oui, il manquait un peu d'étoffe pour être soupçonné sérieusement. S'il avait dû être un assassin, sa première victime aurait été sa femme. Randall. Mais l'avis de la mort de John Hyde, c'est bien vous qui l'avez fait passer dans le journal. Hélas, oui, inspecteur. J'en ai été désolé à cause de l'accueil que vous a réservé le général 5e baron. Ah, ça, je m'en souviendrai du 5e baron. Mais là, vous m'avez menti. Oui, bien légèrement. Bien légèrement. Mais il me fallait cet avis nécrologique pour avoir accès au coffre en me faisant passer pour le frère de John Hyde. J'avais pris la clé à la chaîne de montre de l'oncle Grégoire, qui faisait partie de mon héritage. Et dans le coffre, vous avez trouvé, parmi beaucoup d'autres, tout le dossier Rumbold. Une affaire bien bête. Rumbold avait en Australie, où il possédait des troupeaux de moutons, une femme légitime. Et il en avait une autre tout autant légitime à Londres, où il vendait la laine de ses troupeaux. C'était un vrai bigame. Magnifique motif de chantage. Et un homme trop soucieux de l'égalité. Mais là d'être tondu comme ces moutons, Rumbold, bigame mais patient, finit par découvrir que John Hyde et Grégoire Matthews ne font qu'un. Et il combine l'assassinat qui le délivrera de son bourreau. Il y a mis 4 ans. Il a acheté la villa voisine de celle d'oncle Grégoire, est devenu son ami. Et quelle partie de bridge il devait jouer. Oui. Votre oncle Grégoire, riant lui-même de voir à sa table sa victime, et Rumbold ne riant pas moins secrètement en constatant que Grégoire Matthews ne se doutait nullement qu'il était dévoilé. Pour soigner ses moutons, Rumbold avait acquis quelques connaissances en chimie. Il a préparé un tube de pâte dentifrice, il l'a placé sur la tablette du lavabo, et il n'avait plus qu'à attendre qu'oncle Grégoire se serve du milieu du tube. Et à ce moment-là, Rumbold était en vacances à Libye magnifique. En rentrant de vacances, il a voulu reprendre le tube. Il a gagné la chambre sous prétexte de se laver les mains. Mais tante Harriet avait enlevé le tube. Et il a cru qu'elle l'avait jeté. N'en dites pas plus, Mr. Randall Matthews. Tout est clair. Oui, c'était pas un méchant homme que ce Rumbold. La mort qu'il n'avait pas voulu de tante Harriet l'a complètement abattu. Je l'ai invité à déjeuner hier. Le repas a dû être gai. Je sais même pas ce que nous avons mangé. Je lui ai fait comprendre qu'ayant son dossier, je savais tout. Et il est allé se jeter sous une rame de métro. Voilà. Et tout est fini. Et une question encore, Mr. Matthews. Pourquoi avez-vous joué ainsi au détective? La réponse est à mon côté, inspecteur. J'aimais Stella depuis longtemps. Oh, chérie. Et Stella s'est aperçue tout à coup que j'étais plus aimable que son médecin. Je l'épouse. Ça, je le savais depuis que vous êtes entrés tous les deux dans mon bureau. Oh, comment l'aviez-vous deviné, inspecteur? Regardez, Miss Stella. Mr. Randall Matthews a de la poudre de riz sur le revers de son veston et du rouge à lèvres au coin de la bouche. Rien n'échappe à l'œil de Scotland Yard. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu. Il y a beaucoup de bons romans policiers, mais les romans policiers originaux sont assez rares. C'est pourquoi il faut accorder une mention particulière à « On juge le juge » par Henry Cecil, publié aux éditions de Noël. « On juge le juge » ne se passe pas en France, mais à Londres. Un très respectable membre de la magistrature britannique, Sir Edwin Prout, qui a consacré sa longue carrière à juger des causes civiles et criminelles, se trouve amené à défendre sa propre vie. À la suite d'un accident de rue qui lui a causé une perte de mémoire et sous l'empire du grave malaise causé par le choc, il a accepté l'hospitalité d'une demoiselle galante, Flossie.
Regagnant un soir ce domicile insolite et peu recommandable, il découvre sa logeuse morte, un poignard enfoncé dans le cœur. Voulant arracher ce poignard, il s'évanouit et on le retrouve sur les lieux du crime, tenant l'arme du crime dans sa main. Certes, les antécédents de Sir Edwin plaident en sa faveur, mais non les circonstances. Elles sont telles que l'innocent et vénérable magistrat est arrêté. Comment, privé de plusieurs jours de mémoire, pourra-t-il se défendre, et qui sera assez habile pour le sauver? C'est là qu'éclate l'originalité du livre. La fille de Sir Edwin, Elizabeth, surprend à son domicile un serrurier en train de fracturer le coffre-fort. De fil en aiguille, elle comprend que si le serrurier semble relativement honnête et ses explications plausibles, il y a à l'origine du cambriolage quelqu'un qui l'est beaucoup moins et qui est en fait son instigateur. C'est un certain Ambrose Lowe, dont l'existence est de pure mais adroite illégalité. Et c'est justement parce qu'il nage dans l'illégalité que l'intelligente Elizabeth voit en lui le seul être capable d'entreprendre une fructueuse enquête dans la pègre et de découvrir qui a tué Flossie. Le livre est brillant, habile et par moments d'une extrême drôlerie. Certains passages rappellent par leur mordante ironie la mordante ironie qu'apportait Dickens à dénoncer les travers et les faiblesses de son époque. Il constitue en outre un excellent suspense, car si Ambrose n'arrive pas à temps au terme de sa difficile enquête, le pauvre vieux juge sera bel et bien pendu. On juge le juge par Henry Cecil et publié chez De Noël dans la collection Crime Club. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Le scénario d'un mort récalcitrant est tiré d'une pièce d'Alec Coppel, pièce qui à ma connaissance n'a jamais été jouée en France, ce qui est dommage car l'histoire comporte plusieurs coups de théâtre de bonne invention comique et policière. Quant au film réalisé par le metteur en scène américain George Marshall, il aurait dû être meilleur. Si nous restons insatisfaits, c'est sans doute parce que l'interprétation manque de brio. Ce n'est point que Glenn Ford et Debbie Reynolds manquent de talent, simplement ils n'ont pas le talent qui convient. Il leur manque cette légèreté, ce charme et cette fantaisie qui prolongent les gags jusque dans le jeu même des personnages. Imaginons un instant qu'un mort récalcitrant soit joué par Cary Grant et, mettons, Doris Day par exemple, ce serait un autre film, et nous aurions sans doute ri d'un bout à l'autre. Le personnage principal, il s'appelle Elliot Nash, est un scénariste et metteur en scène de télévision. Sa spécialité, les émissions policières à suspense. Or, des circonstances que je ne vous révélerai point l'amènent à perpétrer dans la vie un crime parfait pour échapper à un maître chanteur. Naturellement, ce spécialiste du crime et des énigmes se montre incapable de bâtir pour son propre compte une histoire qui tienne debout. Cette situation, on le voit, n'est guère originale, mais il y a dans le détail une certaine invention qui pouvait donner une bonne comédie policière. George Marshall s'est contenté d'à peu près, appuyant lourdement chaque effet, faisant jouer gros ses acteurs, alors que l'humour noir et les histoires de cadavres sont au contraire le genre qui doit être traité le plus légèrement du monde. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Poison, un film radiophonique de Jean Grimaud, d'après le roman de Georgette Heyer, avec, par ordre d'entrée en onde, Jean-Marie Amato, Lucienne Givry, Muriel Chanet, Charlotte Clasis, Lisette Lemaire, Maurice Chevitte, Henri Crémieux, Serge Rousseau, Gaëtan Jor et Raymond Pellissier. Bruitage, Jean Berriac. Prise de son, Francis Granal et Arlette Lehambre. Assistant, Gilbert Maurice Duprez et Claude Jean Mailleur. Réalisation, Pierre Billard.